Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Montpellier. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'un bon investissement? C'est déjà un investissement dans lequel on emprunte la totalité du projet immobilier. Donc je parle du coût d'achat forcément, des frais de notaire et du coût des travaux. Voilà. Donc vous avez un prêt qui englobe toutes vos dépenses. Vous avez donc une mensualité du prêt à rembourser tous les mois. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers des locataires. Plus ces loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, la vacance locative, les futures réparations dans vos appartements et même peut-être la gestion du bien. D'accord. L'objectif, c'est au minimum d'atteindre l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux aux dépenses et donc être à 0 € au final. Aucune dépense, aucun revenu. Et les meilleurs investisseurs arriveront même à avoir des revenus grâce à l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le cash flow positif, donc des revenus supérieurs aux dépenses. À Montpellier, j'ai identifié donc 6 étapes pour la suite de cette vidéo, ce qui va nous permettre de rechercher et peut-être trouver un bien qui répond à ces critères, c'est-à-dire emprunter avec 0 € d'apport tout en gagnant de l'argent tous les mois, tout en ayant un cash flow positif. Première étape, donc, prise d'information de la ville de Montpellier, étude du marché rapide. Deuxième étape, l'estimation du loyer et des loyers pratiqués à Montpellier pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Troisième étape, la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché à Montpellier. Donc c'est une étude concrète avec des cas réels. Quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement et du cash flow pour savoir si il est intéressant d'aller plus loin dans nos calculs ou il faut tout arrêter maintenant et passer à un autre bien. Ça permet de gagner du temps dans les étapes suivantes. Cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit. C'est très important pour savoir si on a un cash flow positif. Et la sixième et dernière étape, c'est l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel pour réaliser le calcul de rentabilité et de cash flow d'un investissement. Là, on va rentrer vraiment en profondeur et on va utiliser vraiment tous les chiffres que l'on peut connaître pour être le plus précis possible pour notre investissement. Ça va être l'occasion aussi de faire plusieurs scénarios avec une plus ou moins négociation importante. Ça peut être aussi des négociations par rapport au prix d'achat, par rapport à des frais d'agence ou sans agence. Voilà, on va comparer vraiment tous ces scénarios pour savoir à quel prix il faut acheter pour avoir de la rentabilité et principalement ce sera ça, à quel prix acheter au maximum pour avoir rentabilité et cash flow. Allez, on part tout de suite pour la première étape. Donc, étude rapide du marché de Montpellier. Alors, moi j'aime toujours regarder le nombre d'habitants dans une ville. Alors ici, je sais que Montpellier est la 7e plus grande ville de France en termes de population. D'accord. Regardez, Wikipédia Montpellier, on a une population municipale de 285 000 habitants et une population aire urbaine de près de 600 000 habitants. Donc autant vous dire que la suite des éléments que j'ai l'habitude de regarder pour d'autres villes va être beaucoup moins important, je vais les survoler parce qu'une ville comme Montpellier, c'est simple, il y a un marché locatif pour à peu près tous les types de locations. Vu le nombre d'habitants, vu la taille de la ville, vu l'importance de la ville dans la région, il n'y a aucun souci à se faire. Parce que d'habitude, j'aime bien regarder les universités pour savoir s'il y a des étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des locataires très intéressants pour nous. Premièrement parce que vous avez un risque d'impayé qui est pratiquement nul, tout simplement parce que ce sont les
parents qui payent le loyer. Vous avez aussi les garants, les parents se portent garants. Donc, risque d'impayé pratiquement nul. Et deuxièmement, c'est une situation assez simple. Ils savent qu'ils restent dans votre logement 1, 2, 3, peut-être 5 ans. Ils ne vont pas chercher à repeindre leur chambre ou à refaire une cuisine. Donc vous entendrez peu parler d'eux pendant leur location et c'est parfait pour nous, propriétaires. J'aime bien regarder aussi le nombre d'hôtels dans une ville pour un petit peu juger du marché de la location saisonnière. Location courte durée, location Airbnb, c'est la même chose. Plus il y a d'hôtels dans une zone, dans un quartier, plus c'est un bon signe pour de la location courte durée. Pourquoi ? Parce que ces hôtels ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et s'ils ont décidé de s'installer dans un endroit précis, c'est qu'il y a un marché tout simplement locatif. Donc la concurrence n'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose en général. Ça veut dire qu'il y a un marché tout simplement. J'aime bien regarder les centres hospitaliers, les hôpitaux, parce qu'il y a énormément de monde qui travaille à l'intérieur. Donc vous pouvez aller sur les sites internet directement des hôpitaux, il faut chercher le nombre de personnes qui travaillent et aussi le nombre de lits. Pourquoi le nombre de lits ? Parce qu'il y a un type de locataire auquel on ne pense pas. Pour de la location courte durée, ça va être en fait la famille des patients hospitalisés. Effectivement, la famille des patients va venir se loger à proximité de l'hôpital pour accompagner le patient dans ses soins. Donc ça va être pour 2, 3, 10 jours. Mais ils vont chercher vraiment à se loger à proximité. Donc ça peut être intéressant. Si vous êtes dans une ville où les hôpitaux sont un petit peu à l'écart de la ville, visez un bien à proximité de l'hôpital pour acheter moins cher. Les biens seront moins chers parce qu'un peu à l'extérieur de la ville. Et pourtant, vous trouverez des locataires sans problème en étant à côté de l'hôpital. Un élément aussi important dans les plus grandes villes de France, ce sont les transports en commun. Donc à Montpellier, moi je vais essayer de viser un bien à côté du tram, à proximité d'un arrêt de tram. Parce que les jeunes et même les moins jeunes, on se déplace aussi en transport en commun. C'est tellement pratique que ça devient indispensable. Okay. Et puis, j'ai oublié d'en parler aussi, Montpellier. Je connais un petit peu la ville. J'ai eu la chance de passer quelques week-ends à Montpellier en tant que pur touriste. Je ne m'y suis jamais intéressé pour le moment en tant qu'investisseur. Donc, ce que je voulais dire, c'était surtout de passer du temps dans la ville, aller sur place. Si vous n'êtes pas du coin, il va falloir prendre des week-ends, des fins de soirée pour passer du temps dans la ville, comprendre quel type de population vous allez trouver, comprendre et voir les activités. Et ça va dépendre de chaque quartier d'une grande ville comme Montpellier. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur la ville. Faites-vous passer pour un futur locataire et posez des questions pour savoir qui habite ici, comment ça se passe le soir, est-ce qu'il y a des nuisances, etc. Je vais, avant de terminer cette première étape, montrer un petit peu sur la carte de France où se trouve Montpellier pour ceux qui se posaient la question. Donc Montpellier, c'est dans l'Hérault et dans le sud de la France, tout simplement. Il y a évidemment le TGV et avec Marseille, c'est quand même la ville principale de la Côte d'Azur. Il y a des plages à proximité. Il y a des stations balnéaires aussi à proximité. Vraiment une ville très attractive et qui se développe aussi à une vitesse folle. Lisez la page Wikipédia, vous allez en apprendre aussi énormément sur la ville. Ok, on va passer à la deuxième étape. Alors, pour faire l'estimation du loyer qu'on espère avoir, il faut savoir ce qu'on a envie de louer.
Ça, c'est aussi à penser avant de faire vos recherches. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour avoir du cash flow, il va falloir transformer l'usage d'un bien, transformer son mode de location, transformer la superficie, j'ai envie de dire, l'espace d'un bien immobilier. Par exemple, ça peut être de la location courte durée. Hein, vous louez à la nuit, donc vous louez plus cher. Ça peut être de la colocation, où vous divisez votre appartement par chambre, vous louez chaque chambre, et ça permet d'obtenir un loyer plus élevé que si vous louiez un appartement classique à une famille. Ça peut être aussi l'agrandissement, par exemple, d'un grand studio, hein, un studio de 30 mètres carrés. Vous créez une chambre, des cloisons, une chambre, et vous pouvez le louer au prix d'un T2. Hein, ça paraît pas grand chose, mais parfois augmenter de 50 à 60 euros le loyer par mois permet d'atteindre un cash flow intéressant. Nous, on va partir sur de la division aussi. J'aime bien ce principe. Prendre un grand appartement pour en faire 2 T2. Voilà, comme ça on va viser aussi un type de population jeune. Hein. Le T2, ça va être pour l'étudiant, pour le jeune salarié, pour le jeune couple. Et c'est très attractif le T2. Il y a beaucoup de monde qui recherche un T2. C'est simple, hein. Plus c'est petit, plus vous aurez de monde qui va rechercher ce type de bien. Par exemple, une villa 500 mètres carrés, vous aurez que très peu de personnes intéressées. Alors qu'un studio, ben, ça attire plus de monde. Donc on ne prend pas trop de risques non plus, avec un type de locataire intéressant, sans trop de problèmes, avec des situations simples en fait. Hein. Couple, sans enfants ou personne seule. Donc nous, on va regarder combien se loue un T2 à Montpellier. Alors, vous pouvez passer par Le Bon Coin, c'est très bien, ça fait le travail. Alors, location. Et on va trier par nombre de pièces. On voit qu'il y a 1000 annonces de location. C'est plutôt bon signe, comme je le dis, plus il y a de concurrence, plus ça veut dire qu'il y a un marché important. Après, la contrepartie, c'est vrai que s'il y a trop d'annonces, il y a plus de biens que de personnes qui recherchent, là ça devient un problème parce que là c'est l'inverse, l'offre et la demande est inversée, il y a plus d'offres, pas assez de demandes, donc les prix peuvent baisser. Mais honnêtement, là je tourne cette vidéo fin du mois d'avril, on est en période de confinement, donc ça peut expliquer aussi le nombre d'annonces parce que les gens ont quitté peut-être leur logement pour rejoindre leurs parents dans la maison familiale. Voilà, il faudrait aussi creuser un petit peu, mais bon, c'est aussi une énorme ville, hein. On a vu près de 230 000 habitants, 600 000 autour de Montpellier, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de logements, beaucoup d'annonces de logements. Alors, on va ouvrir plusieurs annonces pour voir les prix pratiqués pour un T2. Donc T2, étudiant, 712 €. Lisez aussi les annonces, vous allez en apprendre énormément sur le quartier, sur la ville, sur ce qui se passe, tout simplement. Vous voyez, vous allez apprendre qu'il y a Montpellier Business School, une école. Tout simplement, ça permet ensuite de faire votre propre recherche sur cette école. Donc, 37 mètres carrés, 710 €. Tout compris, hein. Là je pense que c'est meublé,
Et ouais, c'est meublé. Alors, un autre bien plutôt sympa aussi. 24 mètres carrés, plus petit. 600 €. Ok. Alors, ici, on est sur 570 €, 40 mètres carrés. Ok, un autre T2, 680 €, 31 mètres carrés. Ouais, T2 sont tous des T2. Hop. Parce que nous, on compte louer un T2. Donc, on regarde le prix de location des T2. Alors, on va faire une petite conclusion du coup des prix pratiqués. On a des prix allant de 580 € à 710 €. C'est un assez gros écart. Nous, on va partir sur un prix de location vraiment moyen, où on est sûr de louer, histoire de ne pas fausser nos calculs par la suite. Parce que si on fait une estimation trop élevée et qu'on n'arrive pas à louer, la réalité n'aura rien à voir avec nos calculs et ça peut être catastrophique. Donc, j'ai envie de louer à même 600 €. 600 € pour mon T2. Vraiment, ça va être le minimum, je pense, parce qu'on va le rénover, on va créer de la valeur à l'intérieur. Donc, ce sera 600 € minimum. On pourra faire un scénario avec un loyer un petit peu plus élevé, par exemple 630, 650 €. Ok, on va passer à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Donc nous, pour notre T2, on a dit qu'on faisait une division. Donc on a besoin d'un peu plus d'espace pour créer 2 T2. On va donc sélectionner des biens au minimum 65 mètres carrés. Ça fait à peu près 32 mètres pour un T2. 32 mètres carrés par T2. Je pense que c'est pas mal. 65 mètres carrés jusqu'à 80 mètres carrés. On aura largement la place pour faire 2 T2. Je suis passé sur le site bien ici. Vous allez voir pourquoi j'adore ce site. Ouais, on arrive à voir l'emplacement des annonces. Et ça, je ne connais pas d'autres sites qui font ça. Donc surtout pour nous où les transports en commun sont très importants si on veut accueillir des jeunes diplômés ou des jeunes salariés, on va pouvoir faire un tri par rapport au tramway. Vous voyez, on a les lignes de tramway qui apparaissent sur le plan. Ça, c'est vraiment génial. Nous, on va donc trier par surface, et j'avais dit 65 mètres carrés à 85 mètres carrés, on va dire. On va enlever les maisons et on va peut-être donner un budget pour limiter un petit peu les prix et les annonces visibles à 190 000 €. On a encore 166 appartements. Je vais réduire. 170 000. Je vais encore réduire. Alors pourquoi ? Pour avoir vraiment les biens les moins chers tout de suite. Ça permet de trier et filtrer toutes les annonces. Ça peut paraître étonnant, mais un bien affiché moins cher, déjà première chose, pourquoi un bien moins cher ? Parce que la bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat. Le prix d'achat est très important.
Et deuxièmement, un vendeur qui vend déjà moins cher a plus de chances, plus de probabilité de faire baisser encore plus son prix. Parce que c'est un vendeur motivé. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Un vendeur motivé va être plus apte à faire baisser son prix. Je ne dis pas qu'à chaque fois ça va marcher, mais il va être plus apte, il y aura plus de pourcentage de chances qu'il baisse son prix. Ok, on a trié, on est sur 80 biens et je vais regarder les biens les moins chers. Ça c'est en viager, d'accord. Ici, je peux prendre par exemple celui-là, 130 000 euros, pardon. On n'a pas de photo. Bon, je vais pas prendre, hein, on n'a pas de photo. Je vais prendre celui d'à côté. 128 000 euros, 80 mètres carrés. Est-ce qu'on a des biens? On en a un ici, 120 000 euros. D'accord. Est-ce qu'on a des biens moins chers? Ah, pas sûr. Ici, on a des biens moins chers, tiens. Après, je ne connais pas les quartiers en détail. Là, c'est vrai que ça a l'air d'être dans une tour, dans un immeuble. Mais bon, pourquoi pas, hein. Je vais noter quand même. 68 mètres carrés, 97 000 euros. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres biens? Ah, les Arceaux, c'est un bel endroit. Je sais qu'autour, c'est populaire. Figuerolles. Je regarde un petit peu les prix pour voir si je trouve des prix en dessous. J'arrive pas à trouver pour le moment en dessous des 100 000 euros. Si, peut-être ici. C'est peut-être dans une des résidences comme celle-ci. On n'est pas si loin que ça du tram. Bon, bah pourquoi pas, on va regarder, on va le noter en tout cas. 92 000 euros, 66 mètres carrés. À côté, on avait à peu près le même bien. Et ici, on en a encore un moins cher. Donc évidemment, c'est aussi dans un immeuble. Ok. Il y a une cave. 90 000 euros. Je regarde un petit peu si on a d'autres biens. Alors entre les deux, on a 3 000 euros d'écart. Bon, je vais garder quand même celui-ci. J'ai l'impression que si c'est cet immeuble, l'immeuble est quand même plus sympa. Voilà, il faut regarder l'emplacement, sinon on a deux biens à peu près similaires. Je vais pour la suite partir sur ce bien-là. Alors bien sûr, on ne peut pas aller sur place pour le moment, on est à distance, hein, on prépare un petit peu nos futures visites et nos investissements, mais il va falloir regarder si c'est possible de le diviser, ça c'est très important. Hein. Demander le règlement de copropriété pour savoir si c'est possible, visiter pour savoir si techniquement c'est possible de diviser cet appartement en deux T2. Pas toujours possible, hein, malheureusement. On va passer à l'étape numéro 4
et le calcul rapide de la rentabilité. Donc on a un bien affiché à 92 000 €. Les frais de notaire vont être aux alentours de 8 à 9 %, donc dans les 8 000 €. Le coût des travaux, il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis. Très important de savoir où on va avec le budget de travaux. Ça peut être très bien des petits travaux selon les appartements à beaucoup de milliers d'euros de travaux. Donc vraiment, faites passer au moins 2 artisans. Nous, on va faire une estimation, ça va être 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour les plus grands travaux. Donc, dans l'appartement, la cuisine et le salon actuel, est-ce qu'on peut les garder? On voit un petit bout de la cuisine. Et la salle de bain, un petit bout. Alors les photos sont très mauvaises. Ne vous inquiétez pas si derrière votre écran vous ne voyez pas grand chose, c'est normal, hein. Même moi je ne vois pas grand chose. Donc pour moi il va falloir rénover cuisine et salle de bain existantes. Donc il faut compter 4 000 € pour chaque pièce. Ça nous fait déjà 8 000 € plus 8 000 € pour le deuxième T2. D'accord? Alors on est donc à 16 000 €. Je pense qu'il va falloir aussi encore 15 000 € pour créer la cloison pour séparer les 2 appartements, isoler tout ça et rénover les pièces existantes. Donc on était à 16 plus 15, 31 000. Je pense qu'on peut partir sur une enveloppe de travaux de 31 000 € minimum. Voilà, déjà en préparant ça à l'avance, vous êtes préparé au moment de la visite et vous avez les chiffres en tête aussi. Vous savez quel budget travaux ne pas dépasser, vous voyez tout de suite si ça peut convenir ou si l'enveloppe travaux est trop faible. Ok, donc on a un montant total. Le projet nous coûterait 131 000 €. Ok, et nous on espère louer 600 € par T2. Donc 1 200 € brut. Et donc un petit indicateur facile à calculer, c'est savoir si on respecte la règle des 1%. C'est savoir si un mois de loyer brut, donc 1 200 €, correspond à 1% du montant total du projet immobilier. Nous, on est un petit peu en dessous des 1%. Il faudrait pour cela acheter et que notre projet coûte au total 120 000 €. Cependant, on n'est quand même pas si loin que ça de la règle des 1%. C'est plutôt une bonne chose. Et puis même si on ne respecte pas la règle des 1%, on peut quand même avoir du cash flow et de la rentabilité, surtout quand on n'est pas très loin. Ça mérite clairement de pousser l'analyse. Donc on va passer à l'étape numéro 5 et calcul des mensualités du crédit. Donc on a un prix d'achat de 131 000 €. Un loyer estimé de 1 200 € brut. On va faire une première estimation d'un loyer net. Pour cela, on va utiliser le même calcul que la banque. On va enlever automatiquement 30% sur les revenus bruts pour avoir les revenus nets. Et oui, c'est comme ça que la banque fait quand ils veulent estimer vos revenus locatifs. Parce qu'ils savent que vous allez avoir des charges d'exploitation, la taxe foncière, la vacance locative, l'agence peut-être, les charges de copropriété, etc., etc. On verra tout ça en détail dans l'étape suivante. Mais la banque, eux, ne se prennent pas la tête, ils enlèvent 30%. Donc si on enlève 30%, nous, ça nous fait donc du 360 € en moins. Et donc ça nous fait du 840 €, estimé 940 €. Non, 840 €, voilà, je vais y arriver, je fais de tête. 840 € net, voilà. Alors, on va voir combien va nous coûter notre crédit de 131 000 €.
tous les mois. Pour cela, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. Elle est très pratique, hein. Elle fait le travail parfaitement. Alors, la durée du prêt. Moi, je vous conseille toujours de prendre la durée la plus longue possible pour de l'investissement locatif. Tout simplement pour avoir les mensualités les plus petites et ainsi se rapprocher de l'autofinancement et même avoir un meilleur cash flow. Donc, on va prendre sur 20 ans. En général, c'est le maximum accordé par les banques. Alors, effectivement, le coût du crédit va être plus cher parce que la durée est plus longue. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui payez le loyer, ce n'est pas vous qui payez le crédit, ce sont les locataires, ce sont les loyers qui vont payer le crédit justement. Donc en utilisant l'argent des autres, c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est le principe qu'on a utilisé, d'emprunter la totalité à la banque pour acheter cet appartement. On utilise la banque pour se construire un patrimoine. On comprend bien que si vous deviez attendre d'avoir 130 000 € pour acheter un appartement, vous feriez peut-être 1 ou 2 achats dans votre vie au total. Alors qu'en empruntant la totalité, eh ben, j'ai envie de dire que, on va le voir, qu'on va pouvoir multiplier nos investissements beaucoup plus rapidement, tout simplement. Le taux d'intérêt, il ne va pas falloir espérer le meilleur taux, hein. Nous, on va emprunter la totalité. C'est un plus grand risque pour la banque, donc en contrepartie, ils vont vous demander un taux un peu plus élevé et c'est normal. Nous, le plus important, c'est vraiment d'avoir le crédit à 110%, qu'il paye tout. Ça, c'est l'objectif numéro 1 quand on va voir la banque. Le taux d'assurance, par contre, là, on peut avoir un meilleur taux, hein. Moi, j'ai obtenu 0,07% en taux d'assurance, donc si vous êtes jeune et en bonne santé, il n'y a pas de problème. Au pire, vous faites appel à un courtier en assurance de crédit. On appelle ça de la délégation d'assurance. Vous pouvez aller vous renseigner. Les mensualités du crédit sont donc de 661 €. Et là, le calcul est maintenant beaucoup plus simple. Est-ce que le loyer permet de payer les mensualités? Donc, le loyer estimé net, 840 € paye largement les mensualités de 660 €. En plus, on a dans notre poche près de 180 € de bénéfices tous les mois dans notre poche. Ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher quand on est un investisseur rentable. Gagner de l'argent tous les mois, c'est la clé numéro 1. Pourquoi? Déjà, ça va nous permettre d'emprunter à la banque, hein. Quand vous montrez un projet rentable à la banque, il n'y a pas de raison qu'elle vous refuse le prêt. Deuxièmement, ça va aussi nous permettre de réinvestir, de réacheter d'autres appartements pour faire la même chose. Quand nos revenus augmentent de 180 € quand on investit, imaginez au bout de 3 investissements, ça fait plus 600 €. Et ça vous fait une construction de patrimoine de près de 100 000 € à chaque fois, si on prend des appartements qui coûtent environ 100 000 €. Vraiment, il faut voir ça dans la durée. Vous allez vraiment multiplier les investissements et c'est comme ça que font les gens qui arrivent à acheter 10, 15, 20 appartements dans une durée très courte. Alors, on va relativiser aussi un petit peu les chiffres pour le moment. On va passer à l'étape numéro 6 et mon calculateur parce que là, on a juste pris un barème de moins 30% pour avoir des revenus nets. En réalité, il faut faire les calculs précisément, hein. C'est pas toujours aussi simple que 30%. Parce que vous avez des charges variables comme les charges de copropriété et la taxe foncière. Rien que ça varie entre 2 appartements. Alors, on reprend les chiffres du bien. 66 mètres carrés. 92 000 € 100. Montant des travaux, on était parti sur combien déjà 31 000 € de travaux quand même, hein. C'est une grosse enveloppe travaux.
Les frais de dossier bancaire, si vous n'arrivez pas à les négocier à 0 €, moi j'ai déjà provisionné 500 € à peu près. Enfin 500 € même précisément. Il y a une valeur qu'on n'avait pas pris en compte, c'est le fait de louer en meublé. Alors, et donc la valeur du mobilier. Moi je vais vous conseiller de louer en meublé pour 3 raisons. Premièrement, ça va nous permettre de créer une offre clé en main. Donc les locataires n'ont qu'à venir avec leur valise. Ça plaît énormément en ce moment parce que quand on est en stage, quand on fait des études ou quand on vient de s'installer pour un premier travail, on n'a pas envie d'acheter le lit, le matelas, le canapé, etc. si on repart dans 3 mois. Donc déjà ça c'est un plus. Deuxièmement, comme on loue avec un service supplémentaire, on va pouvoir peut-être louer plus cher. Et troisièmement, ça va être au niveau fiscal, j'en parlerai après. Donc pour louer un T2, il faut compter un lit, un matelas, une armoire, un bureau, après un canapé, table à manger, chaise. Donc je pense que pour 3000 €, maintenant il y a des magasins de déstockage où on arrive à avoir des prix très intéressants. Je pense que 3000 € par T2, ça sera suffisant. 6000 € du coup au total. Donc déjà la partie financement est un petit peu plus élevée que ce qu'on avait imaginé. Il y a les frais bancaires et la valeur du mobilier. Pour le reste, ça ne change pas nos chiffres au niveau du prêt et du financement. Alors on arrive à la partie fiscalité. La fiscalité en immobilier, je vais rappeler rapidement comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple, ça dépend de votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI, qui est défini par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous grimpez de tranches. Les plus connus sont 14 et 30%. Ce qui veut dire que si vous êtes à 30%, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Vous allez en fait payer 47,2% pour chaque euro touché. Et les euros touchés vous permettent de déjà payer le crédit. Donc ce n'est pas des euros dans votre poche. Il faut bien comprendre ça. Donc, vous avez bien compris que si je touche 1000 € et que je rembourse 472 € à l'État tous les ans, ça impacte énormément la rentabilité. C'est comme si vous diminuez vos loyers de moitié déjà. Bref, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Heureusement, en louant meublé, on peut bénéficier du régime du loueur meublé, donc LMNP ou LMP, qui permet d'amortir le prix du bien sur 30 ans. Donc 92 000 €, on va pouvoir l'amortir sur 30 ans. Ça fait déjà près de 3 000 € qu'on va pouvoir amortir tous les ans. C'est du déficit en fait. On va amortir aussi la valeur des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. 31 000 €, c'est énorme. On va pouvoir amortir les frais de notaire. Ça, c'est pas possible en location nue. Les frais de travaux et la valeur du mobilier. Ça, c'est pas possible en location nue également. Donc 6 000 €, les frais de mobilier, c'est sur 6 ans. Donc ça fait 1 000 € par an. Ce qui veut dire que vous allez avoir une montagne de déficit et des revenus. Ici, petit, faible. En fait, petit à petit, vous allez rogner au final votre déficit. Et au bout de 6-7 ans, surtout dans ce type de scénario où il y a beaucoup de travaux, vous allez payer vos premiers impôts, c'est vrai. Mais pendant 6-7 ans, vous allez être tranquille et payer 0 € d'impôt, tout simplement. Alors, je voulais rajouter aussi que vous avez peut-être compris l'importance de faire des travaux. C'est des euros dépensés pour rénover un bien, pour créer de la valeur, que vous ne dépenserez pas dans les impôts. Donc, mieux vaut avoir un bien neuf que avoir un bien miteux dans lequel vous payez beaucoup d'impôts. Voilà l'importance de faire des travaux. On va passer aux recettes locatives. Donc on était parti sur 1200 € de revenus, il me semble.
Ouais, 1200 € de revenus en louant à 600 €. Il va falloir compter une vacance locative. On l'oublie souvent, mais vos appartements ne seront pas loués toute l'année. Donc pour DT2, la vacance est assez faible et je compte 2 semaines par année. Ça fait 4% dans mon tableau Excel. Au niveau des charges déductibles, si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8% des revenus bruts. Okay, plus les frais d'entrée-sortie qui sont facturés en général un demi-mois de loyer. Donc si on provisionne un départ de locataire par année, ça nous ferait quand même du 300 € de frais supplémentaires à payer. Il y a aussi la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, c'est à demander vraiment au propriétaire parce que ça varie d'un immeuble à un autre et d'un quartier à un autre. Est-ce que c'est écrit dans l'annonce ? Non, on n'a pas d'information. Par contre, on a une place de parking privative. Ça, je ne l'avais pas vu. Ça peut être... l'idée, ça peut être de la revendre, tout simplement, pour diminuer le coût total d'achat. Je ne sais pas, j'imagine que c'est au moins 10 000 € la place de parking. Eh bien, ça peut être une occasion. Hein. De toute façon, vous aurez deux T2. Je pense que ça ne sera pas la priorité numéro 1 de pouvoir avoir un parking dans l'immeuble. Il faut voir après le contexte de l'emplacement du bien. Mais s'il y a des places dans la rue, il n'y aurait pas de problème de revendre la place de parking. Ça va me donner une idée pour la suite. Donc, on va devoir faire une estimation des charges de copropriété. Et je vais partir sur 150 € par mois. Donc ça nous donne du 1500, 1800 € à l'année. C'est en moyenne ça dans les grandes villes. La taxe foncière, je ne la connais pas. Je vais devoir faire aussi une estimation. J'espère que pour 700 €, c'est suffisant. On va aussi avoir des réparations. Hein. Votre appartement, c'est du physique, c'est de l'immobilier. Il va falloir faire passer des artisans quand il y aura une fuite d'eau, une porte qui ne se ferme plus, une fenêtre à changer, etc., etc. Donc moi, je prends un demi-mois de loyer et par an, ça part très très vite. Pour finir avec les charges, on y arrive. Hein. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi l'assurance propriétaire non occupant. Donc pour 2 T2, je pense que 100 € par T2, ça devrait aller. Ok, donc on a des premiers retours sur investissement, rendement brut et rendement net. Alors c'est bien beau tout ça, mais moi je n'y fais même plus attention. Je regarde vraiment, le plus important, c'est le cash flow. Savoir si vous allez avoir de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous allez avoir de l'argent qui sort de votre poche. Tous les mois, ça c'est le plus important. Alors, on a donc un cash flow quand même de 80 €. On est en positif. Tous les mois, on a 80 €. C'est moins que le cash flow de l'étape précédente parce qu'on a pris en compte plus de charges, même si on a dû faire des estimations pour les charges de copropriété par exemple et taxes foncières. Mais avec la vacance locative et les frais d'agence, ça nous a fait baisser notre cash flow. Cependant, on est quand même à 80 €. Donc là, on se paye un bien, on se construit un patrimoine de 90 000 €, c'est le prix de l'appartement. Tout ça en mettant 0 € de notre poche. Et en plus, à la fin du mois, on a un petit billet. Hein. Alors bien sûr, c'est pas comme ça que vous allez devenir rentier immobilier. Il va falloir avoir un meilleur cash flow, j'ai envie de dire au minimum 200 € pour après multiplier les investissements et avec 4-5 biens avoir 1000 € de cash flow positif. C'est possible.
tout en ayant un patrimoine de 500 000 euros. Vous imaginez? Tout de suite, c'est plus la même histoire, hein. Alors, on enregistre ce scénario. Scénario un petit peu de base. Et j'ai envie de faire tout de suite... Non, ouais, tout de suite, je vais faire un scénario comme si je revendais le parking qui est vendu avec l'appartement. Et du coup, j'ai un prix d'achat de 82 000. Je le revends 10 000, donc c'est comme si j'avais enlevé 10 000 euros sur le prix d'achat. Vente du parking, 10 000 euros. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a un bruit d'oiseau dans mon jardin. Je vais aller fermer la fenêtre. Ah bah en fermant la fenêtre, il était juste à côté. Je l'ai fait partir. Alors, ok. Donc déjà, de base, si je revends mon parking à 10 000 euros, on va voir après, je vais comparer tous les scénarios entre eux. Là, on va faire un scénario comme si je négocie 10 000 euros. Tout simplement, c'est à vous de fixer le prix auprès du vendeur pour atteindre la rentabilité et le cash flow souhaité. Hein. C'est à vous de dire, je ne peux pas acheter à plus de 70 000 euros par exemple, sinon je ne suis pas financé par la banque et pour moi, ce n'est pas assez rentable. Ce n'est pas l'inverse, hein, vraiment. Il va falloir donc négocier très dur. Alors, vous allez avoir beaucoup de refus, mais il suffit que d'une seule négo acceptée pour faire la bonne affaire. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des offres, négocier, et vous allez forcément, au bout d'un moment, tomber sur un vendeur qui va accepter. Donc, je vais faire une estimation à... alors, 82 000, j'ai déjà fait en vendant le parking, on va dire. Donc, bon, on va mettre de côté cette histoire de parking pour le moment. Et on va dire que je négocie 15 000 euros. Donc, j'enlève encore 5 000 euros. Et ça me fait 77 000 euros. Je négocie 15 000 euros. Allez. Après, ça peut être intéressant de faire baisser le montant des travaux. Si vous êtes bricoleur, faire une partie vous-même. Ça permet de faire baisser quand même le prix d'achat. Sinon, ça va être aussi faire baisser les frais bancaires. Hein. On pourrait essayer de les faire baisser à 0 euros. Alors, un autre moyen pour augmenter le cash flow d'un investissement, c'est augmenter la durée du prêt. Comme vous le savez, plus on augmente la durée, plus les mensualités sont basses, et plus le cash flow est important. Donc, je vais faire un scénario avec un prêt sur 22 ans. Vous allez voir la différence tout de suite quand on va comparer tous ces résultats ensemble. Alors, on peut aussi faire une estimation avec un loyer haut. D'accord ? On va faire une estimation à 650 euros. Donc, ça nous fait 1300 euros en tout. On va enregistrer. Toujours sur 22 ans. Alors, ok. Pour la suite, je vais remettre un loyer plus raisonnable, on va dire moins risqué, en tout cas, 1200 euros. Même si peut-être que les 650 euros par T2, c'est le prix qu'on va pouvoir louer sans problème. Hein. Ça dépend vraiment de l'emplacement, de la rénovation, si le bien est vraiment propre, pourquoi pas.
Et puis le dernier moyen pour augmenter le cash flow d'un investissement, c'est de réduire ses charges annuelles. Donc il n'y a pas 10 000 solutions, ça peut être ne pas faire gérer par une agence. Ça peut être une solution extrême, peut-être parce que ça veut dire passer du temps à s'en occuper. Donc passer du temps, c'est aussi ne pas pouvoir passer du temps à investir dans d'autres biens immobiliers, c'est surtout ça. Mais ça peut être bien pour apprendre le métier aussi de gestionnaire de biens, se rendre compte de ce que veulent les locataires, se rendre compte des échanges entre propriétaires et locataires. Voilà. Voilà. Après, ok, c'est bon. On va comparer les scénarios, même si faut garder en tête qu'on aurait pu aussi vendre le parking toujours en plus dans chaque scénario et en fait acheter moins cher, au moins de 10 000 euros. Peut-être que le parking se vend plus cher. Une autre solution aussi, j'ai fait un lapsus, c'est louer ce parking séparément. Le louer peut-être 50-60 euros de plus par mois. Voilà, ça peut être une autre solution. Alors, je vais comparer les scénarios, voilà. Et qu'est-ce qu'on a donc? On a donc premier scénario de base. Deuxième, on a le même scénario, mais on vend le parking 10 000 euros. Et on passe de 80 euros de cash flow à 134 euros de cash flow. C'est quand même 50 euros de plus tous les mois. Après, troisième solution, on a négocié 15 000 euros. En fait, on a 162 euros de cash flow. Quatrième solution, on a toujours négocié 15 000 euros. Et on a pris un prêt sur 22 ans. Donc l'écart il est entre ces deux diagrammes, enfin pas diagramme mais deux barres, de 162 euros à 207 euros. Donc on a aussi gagné 40 euros. Ça peut faire la différence entre un investissement qui est en cash flow négatif et un cash flow positif. Alors bien sûr là si on augmente le loyer à 650 euros par T2, eh ben, on explose le cash flow, on passe de 207 à 296. Et si on garde un loyer à 600 euros, mais qu'on enlève l'agence, eh ben, on se rend compte qu'on est à peu près au même niveau de cash flow que si on louait à 650 euros. Voilà, j'espère dans cette vidéo que vous avez pu comprendre comment calculer la rentabilité d'un bien, que vous avez pu prendre conscience de l'intérêt de transformer un bien, de le rénover pour tirer des revenus supérieurs à ce qu'il était avant la transformation. Donc vraiment la clé c'est d'augmenter les revenus, acheter le plus bas possible aussi. Sinon vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si vous achetez trop cher ça ne sera pas rentable comme nous on le souhaite. Donc si vous êtes à Montpellier ou dans la région, vraiment, il y a de quoi s'intéresser à l'investissement. Il y a des super opportunités, il me semble. On aurait pu faire de la location courte durée ou de la colocation aussi, ou même un achat d'immeubles de rapport. Mais pour la division d'un T2, il me semble que c'est possible à voir après en se déplaçant sur place et visiter des appartements. Bon, si vous voulez en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi dans la description télécharger mon fichier Excel et mon calculateur pour faire vos propres calculs de rentabilité. Et vous pouvez aussi télécharger mon guide pour faire la bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Autant vous dire que pour gagner des milliers d'euros, il n'y a pas meilleure solution. Moi je vous souhaite de très bons investissements à Montpellier mais aussi partout ailleurs et je vous dis à la prochaine.